que la personne la plus puissante de France tienne ces propos-là, a fortiori, pendant une vague de chaleur pendant laquelle des millions, des dizaines de millions de Françaises et de Français souffrent, c'est pitoyable. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal de bord sur le mois de juin 2026. Ce journal de bord, il sera vraiment consacré avant tout à la question de l'adaptation au changement climatique, aux canicules, aux vagues de chaleur dont on souffre énormément dans l'ouest de l'Europe et notamment en France, et notamment dans l'ouest de la France sur cette fin du mois de juin. Et je répondrai aussi à une question de Sylvie sur la rénovation des bâtiments. Bienvenue dans ce nouveau journal de bord. Alors vous le sentez toutes et tous, toute l'Europe de l'Ouest, et en particulier la France, est victime d'une vague de chaleur extrêmement dure en cette fin de mois de juin. Et cette vague de chaleur, on le sait, son intensité est directement liée au dérèglement climatique, c'est-à-dire à des décennies de choix politiques de continuer à brûler du charbon, du pétrole et du gaz en France, en Europe et dans le reste du monde. Et tout ça, c'était pas simplement prévisible. Une vague de chaleur de cette ampleur, c'était prévu. Et la première responsabilité d'un responsable politique, c'est de regarder la réalité en face. C'est d'écouter les scientifiques et ensuite de prendre des décisions. Parmi tous les sujets sur lesquels Emmanuel Macron a complètement raté ces deux quinquennats, un de ces sujets-là, c'est la question écologique. Vous vous souvenez peut-être quand il a fait les vœux aux Français pour la nouvelle année 2023, il parlait du dérèglement climatique et de la vague de chaleur qu'on avait connue à l'été 2022, et il a eu ces mots incroyables, je le cite, « Qui aurait pu prédire ?» Fin de citation. Donc Emmanuel Macron, déjà, le 1er janvier 2023, il s'étonnait de l'impact du dérèglement climatique, et aujourd'hui il récidive. Il a dit, à la fin du mois de juin, je cite, « On ne s'adapte pas à un pic qui n'a pas d'équivalent aujourd'hui. » Fin de citation. Que la personne la plus puissante de France tienne ces propos-là, a fortiori, pendant une vague de chaleur pendant laquelle des millions, des dizaines de millions de Françaises et de Français souffrent, c'est pitoyable. C'est pitoyable parce qu'en fait, soit Emmanuel Macron ment, soit il ne sait pas, je n'arrive pas à m'expliquer ça. Le dérèglement climatique, c'est quelque chose qu'on connaît depuis extrêmement longtemps, et l'impact du dérèglement climatique sur les vagues de chaleur, à la fois sur leur intensité et sur leur durée, c'est des choses qui sont prouvées scientifiquement depuis des décennies. Alors qui aurait pu prédire ? En fait, les scientifiques, ils ont prédit. Et ils n'ont pas prédit depuis 2 semaines, ils ont prédit depuis des décennies. À destination d'Emmanuel Macron, on va faire un petit cours d'histoire de nos connaissances, de l'évolution de nos connaissances sur le dérèglement climatique. Vous savez, ce dérèglement climatique, il est avant tout provoqué par des émissions de gaz à effet de serre, et la compréhension générale de ça, c'est, en tout cas on peut le tracer notamment à un scientifique français, un chimiste français qui s'appelle Joseph Fourier. Et Joseph Fourier, pour le replacer dans l'histoire de France, c'est un des scientifiques qui a accompagné Napoléon Bonaparte en Égypte. Voilà, c'est cette période-là. En réalité, les travaux de Fourier datent de la décennie 1820. Joseph Fourier était un chimiste et il a été un des pionniers de notre compréhension de ce qu'on appelle aujourd'hui le gaz à effet de serre. Il y a eu des calculs ensuite qui ont été faits, notamment sur le dioxyde de carbone, le CO2, qui est le principal gaz à effet de serre émis par les activités humaines et qui provoque ce dérèglement climatique, et donc qui intensifie la vague de chaleur qu'on est en train de vivre en ce moment. Ces calculs-là, il y en a plein qui ont été faits, mais un scientifique particulièrement connu, c'est Svante Arrhenius, qui est un scientifique suédois. Svante Arrhenius, plus tard, recevra le prix Nobel de chimie. Ce sera même un intellectuel suffisamment important pour qu'il préside l'organisation qui donne les prix Nobel. Et Svante Arrhenius, en 1898, il publie tout un tas de calculs, et un de ces calculs, c'est que si jamais on double la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, on va augmenter la température à la surface de la Terre, la température terrestre, de 4 degrés. Quand Svante Arrhenius publie ça, on est en 1898, pour replacer ça dans l'histoire du continent européen. En 1898, la reine de Grande-Bretagne de l'Empire britannique, c'est la reine Victoria. La grande puissance au Proche-Orient et en Anatolie, c'est l'Empire ottoman. Enfin voilà, c'est à la fin du 19e siècle qu'il y avait déjà des calculs qui étaient relativement précis. Et après, si on veut être plus généreux, on peut dire effectivement que ça, c'était des choses qui nous permettaient d'avoir des connaissances théoriques, mais c'est vrai qu'au 19e siècle, les humains n'avaient pas suffisamment
réchauffer le climat, les émissions de gaz à effet de serre qui ont commencé à augmenter au XIXe siècle, n'étaient pas en cumulatif suffisamment importantes pour avoir un impact aussi grand. Et les scientifiques ont continué à travailler, on pourrait parler de Tyndall, on pourrait parler de tous les scientifiques qui ont travaillé dans les années 50, 60, 70. À partir des années 50, ou si vous êtes très très généreux avec les décideurs politiques, à partir de 1979 et la présentation du rapport Charney aux États-Unis au Congrès, les décideurs politiques avaient toutes les informations scientifiques nécessaires pour pouvoir commencer à agir. Et ce qu'ils n'ont pas fait. Si ça vous intéresse d'ailleurs d'explorer, alors c'est pas un travail d'historien, c'est un travail de journaliste, mais la lecture est tout à fait agréable. Il y a un livre qui a été publié, donc je connais que le titre anglais, c'est Losing Earth, la traduction en français du coup c'est Perdre la Terre, et c'est un livre dont l'auteur est Nathaniel Rich, qui a écrit sur cette décennie 1979-1989, où il y a une véritable mobilisation internationale sur la question climatique, une mobilisation internationale qui sera stoppée par tout un tas d'éléments, et notamment le lobby exercé par les grandes multinationales du pétrole, du gaz et du diesel, qui n'avaient évidemment pas intérêt à ce qu'on baisse notre consommation de pétrole et de gaz. Mais il y a déjà des décisions politiques qui sont prises à l'époque. Et je veux dire, à l'époque, Emmanuel Macron, il est né. Voilà. Emmanuel Macron, il est enfant ou adolescent à l'époque où ça parle du rapport Charney, etc. Et en 1992, on a Jacques Delors, qui est à l'époque président de la Commission européenne. Et Jacques Delors, il va lui-même au sommet de la Terre, à Rio, et il a des propositions sur la protection de l'environnement, y compris sur la lutte contre le dérèglement climatique. Et donc au début des années 90, Jacques Delors il propose par exemple une taxe carbone européenne pour taxer les émissions de CO2 de certains secteurs, notamment industriels et énergétiques. Et on est au début des années 90. Tout ça, Emmanuel Macron, il l'a forcément entendu. Forcément. Et qu'est-ce qu'on a eu après ? Déjà, la taxe carbone européenne proposée par Jacques Delors, elle n'a pas vu le jour. Il y a eu un lobby très important, y compris du gouvernement français de l'époque, contre cette taxe carbone proposée par Jacques Delors. Néanmoins, il y a eu quand même des avancées qui ont pu être permises sur la rénovation des bâtiments, sur le déploiement des énergies renouvelables. Il y a eu quand même des choses qui ont été faites. Et par contre, sur la question de l'adaptation, ça a mis du temps. Donc autant pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, il y a des choses qui ont été faites, qui sont complètement insuffisantes. Mais souvent, moi je ne parle pas d'inaction écologique, en tout cas pour la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Ce serait faux de dire qu'il y a eu une inaction. Il y a eu une vraie action. Par contre, elle a été trop lente, pas assez ambitieuse, et donc du coup, c'est pour ça que je préfère parler de procrastination. Sur la question de l'adaptation au changement climatique, là on part d'encore plus loin. Et en réalité, depuis 20 ans, les gouvernements français ont vraiment pas fait grand-chose. Il y a quand même une exception que je tiens à citer, même s'il n'est pas de mon bord politique, Christophe Béchu, qui est politiquement de centre-droit, qui était ministre entre 2022 et 2024, il a eu un vrai courage politique pour essayer de mettre l'adaptation à l'agenda. Il y a eu des vraies avancées, mais comme en fait tous les progrès écologiques durant les mandats d'Emmanuel Macron, dès qu'il y a une petite avancée, ensuite c'est soit limité, soit détruit, et malheureusement beaucoup de choses que Christophe Béchu voulait faire n'ont pas pu advenir, alors qu'en réalité, si ça avait été le cas, ça nous aurait clairement aidé, nous Françaises et Français, à vivre moins mal durant cette période de vague de chaleur. Je prends juste un exemple. Une des réalisations de Christophe Béchu, c'est la création du Fonds vert. Le Fonds vert, c'est un fonds qui notamment peut aider les collectivités locales à avoir du soutien de l'État pour, par exemple, rénover des écoles, et rénover des écoles, par exemple, pour aussi les adapter au dérèglement climatique et protéger nos enfants des vagues de chaleur. Parce que le fait qu'il y ait des canicules au mois de juin, c'est déjà arrivé, et on savait que c'était qu'une question de temps avant qu'une canicule aussi intense et aussi longue arrive à un moment de l'année où nos enfants sont d'ailleurs non seulement dans des écoles, des collèges et des lycées pour apprendre, mais dans le cadre, par exemple, des collégiens et des lycéens, sont en train de passer des épreuves, brevets et bac, qui sont déjà des épreuves suffisamment stressantes pour ça, sans qu'en plus ils soient obligés de les passer dans des écoles qui n'ont pas été rénovées et qui sont de véritables étuves. Donc ce fonds vert, qui a été créé sous Emmanuel Macron, très bonne idée, qui a été doté jusqu'à plus de 2 milliards d'euros par an à une certaine époque, le gouvernement n'a cessé de couper les fonds du fonds vert, et là il y a encore quelques semaines, pour financer les subventions aux énergies fossiles, ils ont coupé le fonds vert de 160 millions d'euros, et ce qui montre que ils n'ont clairement pas compris. Là aussi où il y a eu un abandon clairement de la part des gouvernements et d'Emmanuel Macron, c'est notamment sur l'impact du dérèglement climatique sur les travailleurs. Voilà, la première vague de chaleur qu'on a connue cette année, on l'a pas connue au mois de juin, on l'a connue dès la fin du mois de mai.
Et j'avais prévu de me rendre sur le site de Renault-Cléon, qui est le site qui fabrique les moteurs électriques de Renault, notamment si vous croisez de R5 dans la rue, il y a de très très grandes chances que le moteur électrique de la R5 ait été fabriqué à Cléon en Normandie. Et donc moi ça faisait longtemps que je voulais pouvoir aller sur le site de Cléon, échanger avec les syndicats, notamment la CGT qui fait un travail très actif à Cléon, mais aussi les autres syndicats de Renault par ailleurs. Là, en l'occurrence, j'ai pu échanger avec la CGT et l'idée c'était vraiment de parler voitures électriques, investissement, protectionnisme face à la Chine, etc. Mais au moment où on a eu le rendez-vous, c'était en fait pendant cette vague de chaleur. Et donc du coup, la question des conditions de travail s'est invitée dans notre discussion. Et il me disait que alors, il y avait déjà des choses qui étaient faites, mais qui leur semblaient tout à fait insuffisantes. Et en fait, quand on regarde, il y a quasiment pas d'éléments, enfin il y a très peu d'éléments du droit du travail en France qui permettent réellement de protéger les travailleurs qui sont exposés à ces fortes chaleurs, que ce soit les travailleurs qui travaillent dans les usines, qui travaillent dans des champs, dans le secteur agricole, ou évidemment les travailleurs du bâtiment qu'on voit dans les rues de nos villes et de nos villages, travailler à un moment où clairement il fait extrêmement chaud et c'est dangereux pour la santé, tout simplement. Et là par exemple, ce que je pense que le gouvernement devrait faire, c'est de lancer un Grenelle. Un Grenelle, vous savez, c'est en référence à mai 68, où il y a eu un Grenelle où l'État était actif pour faciliter le dialogue social entre les syndicats de travailleurs et le patronat. Et je pense qu'il faut clairement un Grenelle de l'adaptation du monde du travail au dérèglement climatique pour être capable de trouver des solutions. Et les solutions ne vont pas être les mêmes. Il y a une tendance parfois, y compris à gauche, de vouloir décréter des grandes lois depuis Paris qui s'appliquent partout. Sur la question de l'adaptation du monde du travail au dérèglement climatique, il faut vraiment y aller avec une précision chirurgicale. Chaque métier est différent, chaque situation est différente. Au sein d'une même usine, les températures ne vont pas être les mêmes selon que vous fabriquez des boîtes de vitesse ou vous travaillez à la fonderie. Toutes ces situations-là sont extrêmement diverses. Donc le rôle de l'État, c'est pas de décider pour tout le monde, c'est d'être du côté des travailleurs, du côté des syndicats de travailleurs, pour entamer un véritable dialogue social et arriver à la fin à des mesures qui seront issues de ce dialogue social pour pouvoir préserver la santé des travailleurs, améliorer leurs conditions de travail, notamment durant les canicules, tout en faisant en sorte que notre appareil productif souffre le moins possible de ce dérèglement climatique. Et là, clairement, il y a une impréparation, je ne vais pas dire générale, il y a des entreprises et des syndicats qui ont travaillé beaucoup là-dessus. La CGT, par exemple, a beaucoup travaillé sur ça, mais aussi d'autres syndicats de travailleurs. Donc il y a des endroits, évidemment, où ça se passe bien, mais si on dézoome, si on regarde la situation générale, clairement, la France n'est pas au niveau. Et la responsabilité première, elle revient en fait à 10 ans, et même plus, une vingtaine d'années en réalité, d'inaction ou de procrastination sur la question écologique, sur cette absence de prise au sérieux de ce dérèglement climatique qui ne va pas disparaître et qui va en fait continuer de s'aggraver parce que tant qu'on continue à brûler du pétrole et du gaz, ce dérèglement climatique, il continue de s'aggraver. Cette vague de chaleur, cette canicule, elle a évidemment des impacts sur nous, êtres humains, mais elle a aussi des impacts très importants sur les animaux, les autres êtres vivants, qui subissent eux aussi les impacts du dérèglement climatique. Alors si vous avez un animal de compagnie, vous le voyez, notamment beaucoup d'animaux en fait n'ont pas la capacité que nous, êtres humains, avons de réguler notre température par la transpiration. C'est le cas notamment des chiens, mais c'est le cas aussi par exemple des volailles. Et les retours de terrain que j'ai en Normandie indiquent déjà en fait qu'on a énormément de volailles qui sont mortes de chaud. C'est aussi le cas de brebis du côté du Mont-Saint-Michel, et c'est aussi le cas pour beaucoup d'autres animaux d'élevage, et notamment les bovins. Et là aussi, il y a une impréparation et il faut qu'on soit capable de s'adapter au dérèglement climatique pour qu'on puisse continuer à avoir un élevage qui soit respectueux du bien-être animal, respectueux aussi de notre environnement, respectueux des paysans qui font ce travail-là qui est absolument essentiel pour pouvoir nourrir la France, mais aussi pour pouvoir préserver nos traditions, qui sont aussi des traditions gastronomiques, qui sont aussi des traditions d'aménagement du paysage, par exemple le rôle essentiel qu'ont les éleveurs et beaucoup d'autres agriculteurs dans le fait de planter et de restaurer les haies qui sont absolument essentielles au
au paysage du bocage normand, et même au-delà de la Normandie, elles sont absolument essentielles pour lutter contre l'érosion, pour préserver la biodiversité. Et donc du coup, un des éléments qu'on a, c'est l'impact de ce dérèglement climatique et sur les animaux, et aussi sur les hommes et les femmes qui travaillent avec ces animaux au quotidien. Alors je vous disais, moi je ressens vraiment de la colère face aux propos d'Emmanuel Macron, le qui aurait pu prédire, le on s'adapte pas à quelque chose qu'on n'a jamais eu, enfin tout ça on sait. Et la preuve qu'il y a des décideurs politiques qui ont pas simplement prédit, ils ont écouté en fait, c'est pas des prédictions d'ailleurs, ce sont des prévisions des scientifiques, et qui sont venus avec des propositions. Par exemple, c'était le cas dans le cadre de notre campagne pour les élections européennes, lorsque, sous le leadership de Raphaël Glucksmann, avec Place Publique, avec le Parti Socialiste, on a créé un programme commun. Moi, j'ai participé à la négociation de ce programme, notamment sur toutes les dimensions écologiques, et un des éléments, c'était l'adaptation au dérèglement climatique. Et donc, dans notre programme, on a plus d'une douzaine de mesures sur la question de l'adaptation, à la fois des mesures qui sont concentrées dans une section adaptation au sein de notre chapitre écologie, mais on a aussi des mesures d'adaptation dans d'autres éléments, par exemple sur la politique de l'eau, par exemple sur la question des assurances pour les bâtiments et pour les logements en particulier. Et donc ce travail-là, on n'a pas attendu la canicule de 2026 pour le faire. On le fait et à Place Publique, au Parti Socialiste depuis des années et des années, et je vous donne juste l'exemple du programme parce que j'ai moi-même directement participé avec mon collègue socialiste Christophe Clergeau à la rédaction de ce programme. Je relisais ce matin les mesures qu'on avait mises dans notre programme de 2024, et elles sont malheureusement toujours d'actualité parce que on a perdu 2 ans en termes d'adaptation, tant au niveau français qu'au niveau européen. Il y a quelques éléments qu'on a réussi à pousser. Mon tout premier amendement en tant que député européen, le premier amendement que j'ai déposé de ma vie, c'était un amendement sur l'adaptation au changement climatique, et notamment sur la nécessité de développer un réflexe adaptation. Alors, un réflexe adaptation, ça veut dire quoi? Moi, c'est un terme que j'ai découvert grâce à mes anciens collègues de l'Institut de l'économie pour le climat, notamment Vivian Despouet, que je vous incite d'ailleurs à suivre si vous êtes intéressé par cette question de l'adaptation. Et donc, le réflexe adaptation, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que dans toutes les décisions qu'on prend, dès que ça nous engage sur le long terme, dès que ça nous engage sur l'année prochaine, sur 5 ans, sur 10 ans, on prend en compte les climats futurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès qu'on rénove un logement ou une école, on ne prend pas simplement en compte le climat actuel, on prend aussi en compte le climat tel qu'il sera dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, et donc notamment la nécessité de se préparer à des vagues de chaleur, mais aussi l'augmentation du risque d'inondation, qu'elles soient des inondations côtières ou pas, le risque aussi d'érosion, le risque de retrait-gonflement des argiles, tous ces éléments qui sont des impacts directs du dérèglement climatique. Un autre élément essentiel que nous disent les chercheurs, une société qui est résiliente au choc climatique, c'est d'abord une société qui est résiliente tout court. Et donc investir dans nos services publics, dans des choses comme le chômage partiel, le chômage technique, la formation des travailleurs, dans les premiers secours, dans les pompiers, dans les hôpitaux, tous ces investissements-là, ce sont aussi des investissements qui sont essentiels pour l'adaptation au dérèglement climatique. Si jamais vous avez un système hospitalier par exemple, qui dysfonctionne déjà de base, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a une canicule? À quand le CHU a pas fermé les urgences, mais a grandement réduit la capacité des urgences du CHU de Caen pour accueillir les gens, parce qu'il n'y a pas assez de médecins pour encadrer les internes, et donc du coup il n'y a plus d'internes. Et ça, c'était avant la canicule. Et donc vous imaginez bien que si on était déjà en train de dispatcher des gens pour qu'ils aillent plutôt à Bayeux ou à Lisieux plutôt qu'à Caen pour se faire, pour être accueillis aux urgences, ça c'était avant la canicule. Et vous imaginez bien que la situation s'est pas améliorée depuis. Et donc du coup, pour être résilient, il faut d'abord être solide avant que la crise arrive. Parce que si vous êtes déjà fragile, alors qu'il n'y a pas de crise, et dès que la crise vient, dès que la canicule vient, ça s'effrite beaucoup plus. Et le choc est d'autant plus violent que on n'était même pas capable d'être résilient et d'avoir, un bon niveau de service public sans qu'il y ait une crise particulière. Honnêtement, j'ai jamais entendu d'homme politique tenir ce discours-là, mais il est vrai, il est soutenu par les chercheurs, c'est de dire vraiment que tous les investissements dans la résilience de la société, et par exemple du service public hospitalier, en règle générale, sont essentiels. Elles sont essentielles parce que si on n'est pas résilient dans une période où ça se passe bien, évidemment, dès qu'il y a une crise, ça va être
ça va être tragique. Et dans le cas des services hospitaliers, on sait très bien que le sous-investissement chronique, ça provoque des morts. Alors, si vous voulez mieux comprendre les causes du dérèglement climatique, qu'est-ce qui se passe, je vous encourage à écouter les conférences de Valérie Masson-Delmotte ou de Christophe Cassou. Il y a énormément, notamment sur YouTube, de leurs conférences qui sont disponibles. Ce sont deux excellents climatologues qui font un excellent travail, qui sont vraiment reconnus dans leur domaine, donc je vous encourage à les écouter. Valérie Masson-Delmotte a un discours qui est très policé. Christophe Cassou, il a aussi des petits coups de gueule de citoyens. Donc selon ce que vous préférez en termes de style, vous pouvez choisir entre Valérie Masson-Delmotte et Christophe Cassou, mais évidemment, il y a des dizaines d'autres scientifiques qui font ce travail de pédagogie depuis des années et des années et des années. Et sur la question précisément de l'adaptation, vous pouvez suivre les travaux de l'Institut de l'économie pour le climat, qui mène des travaux sur ça depuis probablement une dizaine d'années, puisque là aussi, les questions d'adaptation, peut-être qu'Emmanuel Macron les a découverts là récemment, mais le milieu scientifique travaille sur ça depuis des décennies, et donc on est vraiment dans une situation où on sait ce qu'il faut faire. On sait ce qu'il faut faire pour atténuer le dérèglement climatique, on sait ce qu'il faut faire pour s'adapter au dérèglement climatique, et donc le problème climatique, c'est pas un problème scientifique, c'est même plus un problème économique, c'est un problème politique. Et une des raisons pour lesquelles moi j'ai franchi la frontière et que je suis passé du monde des chercheurs au monde de la politique, c'est parce que j'essaye justement de résoudre ce problème politique qui aujourd'hui est ce qui nous bloque pour être capable et d'atténuer le dérèglement climatique et de nous y adapter. Alors on parle beaucoup des écoles aujourd'hui et de ce qu'il faut faire en juin. Je voulais dire aussi qu'il faut préparer la rentrée scolaire, parce qu'en fait cette vague de chaleur qu'on a connue en juin, on peut aussi la connaître fin août, début septembre. Et autant le gouvernement l'a dit, non, c'est pas notre faute, c'est la faute des maires, etc. Là, honnêtement, ils n'ont plus le droit à l'erreur. Donc là, la priorité des priorités, c'est une mobilisation nationale pour préparer la rentrée scolaire, pour que s'il y a une nouvelle canicule, une nouvelle vague de chaleur, lors de la rentrée scolaire, on puisse au moins limiter les dégâts. Alors d'ici à la rentrée scolaire, on n'aura pas le temps de rénover les écoles, clairement, mais il y a plein de choses qui peuvent être faites. Je vous donne juste un exemple de ce qui peut être fait, c'est d'avoir une stratégie intercommunale de mutualisation des équipements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on identifie déjà les écoles où il y a le plus de risques, et on le voit aujourd'hui, on sait quelles sont les écoles où la situation est la plus dramatique. Et l'idée, c'est que plutôt que de renvoyer les enfants chez eux, parce qu'en réalité, chez eux, on ne sait même pas s'ils vont pouvoir être dans de meilleures conditions qu'à l'école, notamment pour les gens qui viennent des quartiers populaires, si malheureusement les enfants sont dans un logement qui est aussi une étuve, les enlever d'une école qui est une étuve pour les mettre dans un appartement qui est une étuve, je suis désolé, c'est pas une solution. Donc il faut identifier à la fois les bâtiments publics et notamment les écoles qui sont les plus à risque, mais aussi les bâtiments publics, écoles, gymnases, piscines, tous les bâtiments publics qui, eux, sont pas forcément idéalement rénovés, etc., mais où il y a déjà eu des travaux de renaturation, où il y a peut-être aussi une exposition différente et qui fait que ces bâtiments-là sont des bâtiments qui peuvent accueillir des enfants, même quand il fait 36, 38 degrés dehors. Et donc repérer ces équipements-là, c'est vraiment essentiel. Il faut le faire évidemment à l'échelle de la commune, mais je pense notamment dans les zones rurales, de manière intercommunale, puisque peut-être que sur votre village, il n'y a qu'une école et malheureusement elle est délabrée parce que le fond vert a été coupé et que du coup le maire qui a bien envie de rénover l'école n'a pas juste l'argent pour financer cette rénovation, mais peut-être que dans le village d'à côté, à 5-6 km, il y a par exemple un gymnase ou une piscine ou un collège par exemple qui peut de manière exceptionnelle accueillir des enfants pour qu'ils puissent passer la journée à faire des activités qui sont quand même utiles pour leur éducation, mais surtout à être dans un lieu qui préserve leur santé. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Un autre élément que le gouvernement peut faire immédiatement, c'est de donner enfin les moyens humains à la mission adaptation, qui a été créée il y a quelques années, de faire son travail. La mission adaptation, son rôle, c'est de faire ce qu'on appelle de l'ingénierie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire être une ressource pour conseiller, notamment les élus locaux, sur ce qu'ils doivent faire. Parce que clairement, tous les maires, ils voient les impacts, ils le vivent eux-mêmes, l'impact de cette vague de chaleur. Mais évidemment, nos maires ne sont pas des spécialistes de l'adaptation au dérèglement climatique. Et c'est bien normal. Et donc pour ça, il faut qu'ils puissent avoir accès à des spécialistes. Et donc du coup, ma proposition, elle est très simple, c'est de doter la mission adaptation de 50 équivalents temps plein. C'est-à-dire l'équivalent de 50 personnes qui travaillent à temps plein pour la mission adaptation.
Dans la France, on est une des premières économies mondiales, on est face à ce risque-là, on peut trouver 50 personnes, enfin déjà ces 50 personnes-là, elles existent, très clairement, mais 50 personnes qui seront dédiées à l'émission adaptation, avec comme priorité numéro 1 de travailler avec les élus locaux, de la région, des départements, et des communes pour préparer la rentrée scolaire et faire que si jamais on a à nouveau une vague de chaleur lors de la rentrée scolaire, au moins on aura réussi à tirer les premières leçons et à limiter les dégâts d'ici la rentrée. Il y a aussi besoin d'une solution de plus long terme et pour vous l'expliquer, je vais d'abord m'appuyer sur la question de Sylvie. Donc Sylvie me pose la question de pourquoi faut-il rénover des bâtiments et comment le faire. Je pourrais vous répondre sur tous les bâtiments, je vais juste vous répondre sur la question des écoles parce que ça me semble être un très très bon exemple de pourquoi il faut rénover ces bâtiments scolaires et comment est-ce qu'on peut le faire. Alors déjà, pourquoi faut-il le rénover ? Là déjà on le voit, clairement il faut le rénover pour protéger nos enfants des vagues de chaleur. Ça c'est clair et net. Il y a aussi d'autres raisons pour lesquelles il faut le rénover. Ça c'est pas la période en ce moment, mais on sait qu'en hiver, il y a des enfants qui souffrent du froid dans les cours, dans les classes d'école. Et donc du coup, on a des écoles et des collèges où la température va tomber au sein de la classe à 15 degrés, 14 degrés, 12 degrés, avec des enfants qui sont obligés de garder leur manteau, qui sont obligés d'être en doudoune. Et en fait, cet inconfort-là, il a un impact sur la capacité de nos enfants à apprendre. Et il rend le travail des professeurs, de nos instituteurs, beaucoup plus compliqué parce qu'eux-mêmes sont dans cette classe-là et eux-mêmes souffrent du trop de chaleur en été et du trop de froid en hiver. Et en plus, on sait très très bien que nous, êtres humains, on fonctionne moins bien quand on a froid ou quand on a trop chaud. Et c'est encore plus le cas de nos enfants et qui sont dans une situation où il faut qu'on les protège, qu'on leur donne les meilleures conditions, y compris les conditions de chaleur, les conditions thermiques, pour pouvoir faire ce qu'ils doivent faire à une école, c'est-à-dire en fait apprendre et devenir les citoyens libres qu'on a envie que nos enfants deviennent. Un autre élément qui est important, c'est aussi un élément purement économique. Parce qu'en réalité, avoir une école qui n'est pas rénovée, c'est avoir des factures énergétiques extrêmement coûteuses, notamment en hiver. Et nos écoles vont brûler énormément de gaz pour chauffer des passoires thermiques. Pour toutes ces raisons-là qu'il faut rénover nos écoles, et par ailleurs, on sait aussi que rénover nos écoles, ça crée des emplois et ça stimule l'industrie française. Parce que concrètement, ça veut dire quoi rénover une école ? Je prends juste l'exemple de l'école de Biéville-Beuville, par exemple, dans le Calvados, au nord de Caen, juste à côté de chez moi. Quand vous rénovez une école, comme ça a été fait par le maire sortant à Biéville-Beuville, vous créez en fait une activité économique. Et cette activité économique, elle va bénéficier aux entreprises qui vont participer à la rénovation. Et pour une école primaire, c'est pas c'est pas Vinci ou Bouygues ou je ne sais quel grand groupe qui va rénover la petite école de Biéville-Beuville. Ça va être la petite PME locale. Et donc ça va être des entreprises de 5-6 salariés, de 50 salariés, ça dépend des travaux qui sont à faire. Et parfois d'ailleurs il y a plusieurs entreprises qui vont travailler ensemble pour rénover cette école. Rénover cette école, donc ça demande du coup des travailleurs et des travailleuses qui sont des artisans intelligents, qui vont comprendre la situation, qui vont être capables de faire des travaux de qualité. Mais ça demande aussi des équipements. Là encore, ça va varier selon les cas, mais parmi les équipements qu'il peut y avoir par exemple une pompe à chaleur à installer. Et où est-ce qu'on fabrique des pompes à chaleur ? On en fabrique partout dans le monde, on en fabrique aussi en France. Et il y a 2 ans, je visitais une usine de production de pompes à chaleur, donc Saunier Duval à Nantes. Et si jamais vous rénovez vos écoles, une grande partie de ces écoles-là vont choisir la pompe à chaleur comme étant un élément de la rénovation. Et donc du coup, ça crée de l'emploi. Et ça crée de l'emploi, par exemple, pour les ouvrières et les ouvriers de l'usine de pompe à chaleur de Saunier Duval à Nantes. Pour rénover l'école, ça veut dire aussi qu'il y a besoin de matériaux d'isolation. Alors il y a plein de matériaux d'isolation qui sont disponibles. Les plus connus, c'est la laine de verre par exemple, mais il y a aussi de la laine biosourcée, il y a du chanvre, il y a plein d'éléments qui permettent de rénover. Donc par exemple, si vous prenez de la laine biosourcée ou du chanvre, en achetant ces isolants-là pour rénover l'école, vous allez aussi stimuler tout l'amont de la chaîne de valeur, donc à la fois les gens qui vont produire ces matériaux isolants, mais aussi des gens qui vont produire ces matériaux initiaux. Donc par exemple, pour le chanvre, en fait, ça va permettre d'avoir une augmentation du revenu pour les agriculteurs qui ont choisi de cultiver du chanvre à un certain moment de l'année. Donc rénover nos écoles, c'est une manière de protéger nos enfants,
le faire aussi en faisant revenir la nature dans les cours de récréation, notamment pour rafraîchir ces cours de récréation durant l'été, c'est aussi une occasion de mieux protéger la biodiversité, de permettre aussi à nos enfants de grandir à proximité de ce vivant végétal et animal qu'on peut avoir lorsqu'on renature les cours de récréation. Ça crée des emplois, ça réduit la facture énergétique pour les communes, ça permet aussi à la France d'être plus souveraine et de réduire les émissions de gaz à effet de serre qui sont la cause du dérèglement climatique qui intensifie les vagues de chaleur. Donc il y a vraiment plein de raisons pour lesquelles c'est extrêmement intelligent de rénover les écoles, mais tout ce que je viens de dire là sur les écoles s'applique aussi sur tous les bâtiments. Que vous parliez d'un hôpital, d'une base militaire ou tout simplement d'un logement, que ce soit des appartements ou des maisons. Par contre, les solutions vont être très diverses. Et donc, comment est-ce qu'on fait ça ? La première chose qu'il faut faire, c'est qu'on ait une écologie de proximité avec un État qui soit là et qui offre des services d'ingénierie. Ça veut dire que chaque maire, pour rénover son école, soit capable d'avoir un acteur public. Ça peut être par exemple des gens de l'ADEME, donc qui est une agence d'État qui a été énormément attaquée par la droite et l'extrême droite au cours des dernières années et dont le budget a été réduit. Autre trahison écologique des gouvernements d'Emmanuel Macron que d'avoir réduit les moyens de l'ADEME au moment où au contraire il fallait les augmenter. Des acteurs comme l'ADEME, des acteurs comme la mission d'adaptation peuvent offrir ce travail de conseil et être capables de poser des questions aux maires pour essayer de comprendre quelle est la situation, avoir accès aux plans, etc. Savoir aussi ce qui peut fonctionner parce que les solutions ne vont pas être les mêmes partout en France. La solution pour la rénovation d'une école en ruralité en Normandie, par exemple, l'idée d'utiliser une biomasse qui soit issue du bois de haie est une option pour beaucoup d'écoles dans le bocage normand. Mais c'est pas du tout une option pour des écoles d'un centre-ville, prenons le centre-ville de Rouen par exemple. Donc les solutions vont être vraiment différentes et vont dépendre de la situation, mais aussi de la vision que le conseil communal veut avoir. Et donc du coup, il y a des endroits où on va avoir des chauffe-eau solaires, des endroits où on va avoir des panneaux solaires photovoltaïques, des endroits où ce sera même pas la peine, des endroits où il y aura une pompe à chaleur, des endroits où il y aura un chauffage biomasse. Le type d'isolation aussi va varier. Il y a des endroits où la laine biosourcée sera plus intelligente, des endroits où il y a peut-être aussi un risque incendie, et donc du coup la laine de roche sera plus adaptée. En tout cas, le fait d'avoir un peu de laine de roche sera plus adapté parce que ça permettra de mettre l'école aux normes, y compris de renforcer l'école face au risque d'incendie. Donc vraiment, les solutions elles vont être multiples, et donc le rôle de l'État, c'est pas d'imposer un truc pour tout le monde, c'est de dire la solution va pas être la même. Entre le bocage normand et Rouen, ça va pas être le même, mais entre Dunkerque et l'île de la Réunion, les solutions non plus ne seront pas les mêmes. Et donc du coup, il faut ce rôle de conseil. Il faut que l'État mette le paquet pour ce rôle de conseil qui va permettre à chaque conseil municipal de co-développer sa stratégie de rénovation de ces écoles de la manière la plus indépendante, si je puis dire, des intérêts commerciaux. Et bien évidemment, après avoir fait ça, il faut de l'argent, et donc là l'État doit mettre le paquet. Il faut de l'argent qui vienne en subvention et en prêt, il faut un mix des deux. Encore une fois, rénover les écoles c'est rentable, de la même manière que rénover une maison c'est rentable, parce que vous allez baisser votre consommation d'énergie, notamment de pétrole et de gaz durant l'hiver. Et donc du coup, pour les communes qui en ont les moyens, l'action de l'État peut se limiter à faire un prêt avec un très faible taux d'intérêt. La Banque des Territoires le fait déjà en partie, mais c'est très insuffisant. Pour des communes qui ont les moyens, c'est très largement suffisant. Pour des communes qui ont peut-être des difficultés financières, parce qu'elles sont dans des parties plus compliquées du pays, ou parce qu'il y a des rénovations plus lourdes à faire, là il faut aussi que l'État vienne avec des subventions. Il y a un pourcentage de subventions qui peut évoluer selon le niveau d'ambition de la rénovation et aussi selon les moyens économiques de la commune. Donc tout ça, c'est des choses, on sait comment faire. Il faut qu'il y ait une volonté politique, et honnêtement, cette volonté politique-là, on aurait dû l'avoir il y a 20 ans, très clairement. Mais mieux vaut tard que jamais, et donc il vaut mieux faire les choses maintenant. Et si le gouvernement fait rien, malheureusement, il faudra attendre 2027 pour qu'il y ait un nouveau président de la République qui, j'espère, se saisira à bras-le-corps de ce sujet. Parce qu'en conclusion, en fait, qu'est-ce qu'on veut ? Moi, ce que je veux, c'est évidemment protéger nos enfants, mais au-delà de ça, c'est de faire de nos écoles maternelle et élémentaire, les figures de proue de ce qu'on veut faire sur la rénovation. Parfois, on me demande Thomas, tu parles toujours des écoles, pourquoi tu parles pas des collèges et des lycées ? Évidemment, je veux rénover les collèges et les lycées. Ce que je trouve particulièrement intéressant avec les écoles, c'est qu'il y en a partout. Des collèges et des lycées, c'est quand même plutôt concentré. Typiquement, dans le village d'où je viens, il y a une école,
Mais le collège et le lycée, il est dans la grande ville d'à côté, qui est Caen, même s'il y a aussi un lycée à Douvla-Délivrance. Et donc du coup, de fait, il y a moins de lycées et moins de collèges sur le territoire de France. Alors que des écoles, il y en a beaucoup plus, il y en a à peu près 40 000 en France. Et donc du coup, ça permet, en rénovant ces écoles, de montrer aussi ce qu'on est capable de faire. Et ce qu'on est capable de faire avec des travailleurs français, avec des technologies françaises, avec des produits industriels français, qui sont capables de protéger nos enfants, de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, d'augmenter notre autonomie énergétique. Et donc du coup, moi mon projet c'est que, si je peux dire ça comme ça, que nos écoles deviennent nos nouvelles cathédrales. C'est ces exemples de ce que le génie français est capable de faire. Et donc du coup, ça permettra aussi aux gens qui ont envie de rénover, de dire tiens, c'est intéressant, ils ont utilisé telle et telle solution sur l'école qui est à 800 mètres de chez moi, peut-être que ces solutions sont aussi adaptées à ma maison. Et puis après, on peut se renseigner sur qui ont été les artisans. Beaucoup de gens, en fait, ils ont peur de rénover parce que ils ont peur aussi de se faire avoir. Parce qu'on va pas se mentir, dans le bâtiment, il y a des gens qui font un travail exceptionnel, très bien, très carré, mais il y a aussi des margoulins et des escrocs. Et c'est compliqué parfois de savoir qui est qui. Et donc du coup, pour ceux qui ont un peu peur, il suffit de poser la question au maire. Si jamais l'entreprise qui a fait la rénovation de l'école a très bien bossé, ça se sait. Et donc du coup, il suffit de prendre la même entreprise, parce qu'a priori, s'ils ont été capables de bien rénover l'école du village, ils seront aussi bien capables de rénover la maison. Et donc là, on a vraiment besoin de cette mobilisation nationale pour nos écoles. Et évidemment, c'est que la première phase pour qu'on puisse, et ça fera du temps bien sûr, pour qu'on puisse rénover tous les bâtiments qui ont besoin d'être rénovés, que ce soit des bâtiments publics, des logements, des bâtiments tertiaires, pour qu'on puisse enfin vivre dans une France qui est adaptée aux défis du XXIe siècle. Merci d'être resté jusqu'au bout. Ce journal de bord était un peu plus long parce que je voulais quand même couvrir pas mal de choses sur ces questions d'adaptation au dérèglement climatique et de rénovation des bâtiments qui sont des très gros enjeux. Je nous souhaite aussi que les températures baissent très vite, mais encore une fois, les canicules vont continuer à revenir. Beaucoup de climatologues ont cette espèce de blague qui provoque toujours chez moi une sorte de rire jaune, de rire grinçant. Voilà, parfois il y a des gens qui, quand je me plains qu'il fait chaud, je me souviens de quelques climatologues qui m'ont dit mais Thomas, profite, c'est l'été le plus froid du reste de tes jours. Et c'est malheureusement vrai. Les étés à venir seront encore pires que ce qu'on est en train de vivre. Donc là, espérons vraiment que les températures soient les plus fraîches possibles, mais préparons-nous. Et préparons-nous évidemment individuellement, mais préparons-nous surtout collectivement, parce que c'est ensemble qu'on va être capable de relever ce défi. Merci d'être resté jusqu'au bout, et pour ne pas rater les prochains journaux de bord, vous pouvez vous abonner et cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Très bonne journée à vous.